Des jumelles siamoises tombent enceintes en même temps, mais une seule ressent la douleur. La raison choque las medicines. La douleur est le langage secret de l'âme. Quand Élodie se mit à hurler en pleine nuit, se tordant sur le lit d'hôpital, les médecins accoururent, alarmés. Mais sa sœur, Camille, reliée au même corps depuis la naissance, ne fit que fixer avec de grands yeux, sans une larme, sans une contraction. Toutes deux enceintes, toutes deux unies du thorax au bassin, partageant des organes, mais seule Élodie souffrait. Le rythme cardiaque des deux était accéléré, mais un seul utérus réagissait. C'est là, dans l'aile gynécologique de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, que le mystère commença à se dévoiler, un mystère qui ne se résoudrait pas sans douleur, ni secret, ni une vérité capable de détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Élodie et Camille Brossard sont nées par une nuit pluvieuse de décembre en 1999 à Lyon. L'équipe médicale ne leur donnait que quelques minutes de vie. Mais les filles défièrent la science avec une force inattendue et peut-être, selon leur grand-mère paternelle, avec quelque chose d'un autre monde. Elles grandirent comme une seule, mais émotionnellement, elles furent toujours opposées. Élodie était lumière, enthousiasme et douceur. Camille, une ombre silencieuse, rationnelle, froide comme les eaux du Rhône. Le père quitta la famille lorsqu'elles avaient 5 ans, incapable d'accepter cette monstruosité. Comme il avait dit, la mère, Solène, supporta tout seul, y compris la peur qu'un jour, ses filles se détestent. L'adolescence fut un champ de bataille entre intimité et cohabitation forcée. Quand l'une voulait dormir, l'autre lisait à voix haute. Quand Élodie tomba amoureuse de Thomas, un bibliothécaire doux et réservé, Camille détestait chaque contact, chaque baiser. Mais à l'impossible arriva, Thomas tomba amoureux de deux. Deux âmes distinctes, une seule peau, deux désirs. Le triangle amoureux fit la une des journaux locaux, et en secret, Camille et Thomas partagèrent une nuit ensemble. Élodie ne le sut jamais, ou fit semblant de ne pas savoir. La tension entre elles montait chaque jour, comme un barrage sur le point de céder. 2 mois plus tard, le test de grossesse arriva. Positif. Pour les deux, les médecins furent stupéfaits. Il n'y avait qu'un utérus. Alors comment pouvaient-elles être toutes deux enceintes? Les explications médicales ne correspondaient pas aux symptômes. Mais ce qui choqua le plus, ce fut la douleur. Dès le 2e mois, Élodie ressentait des contractions, des nausées violentes, de l'insomnie et des saignements. Camille, Rain. Était-ce une grossesse simultanée avec 2 placentas indépendants dans un même utérus? Ou quelque chose de bien plus sombre? Pendant qu'Élodie recevait de la morphine et dormait en gémissant de douleur, Camille observait silencieusement la courbe de son ventre. Elle ne parlait pas du bébé. Elle ne souriait pas, ne pleurait pas. Elle semblait déconnectée du processus, comme si tout cela ne la concernait pas. Un jour, le médecin-chef, le docteur Marchand, osa une question directe. « Camille, veux-tu ce bébé ?» La réponse fut sèche, chirurgicale. « Ce n'est pas le mien. » Le silence qui suivit fut aussi froid que le scalpel qui, des mois plus tard, ouvrirait ce corps unique pour faire naître non seulement des enfants, mais des vérités enfouies. Quand Élodie se réveilla d'une nuit de douleur, elle trouva Camille assise à la fenêtre, regardant le lever du soleil. Un instant, elle pensa s'excuser pour tout, pour rien, pour ce silence grandissant entre elles. Mais la voix ne vint pas. Camille se tourna lentement, un léger sourire aux lèvres. « Tu sais que ton ventre est plus gros que le mien ?» C'était la première fois depuis des semaines qu'elle plaisantait avec légèreté. Élodie rit, émue. Malgré leurs différences, elles étaient là, sœurs, unies, attendant ensemble ce qui allait venir sans vraiment comprendre. Les médecins décidèrent d'enquêter plus profondément, cherchant une explication sans précédent. L'hypothèse du microchimérisme où des cellules d'un fœtus peuvent migrer d'un organisme à l'autre fut avancée, mais ne justifiait pas pourquoi seule Élodie souffrait physiquement. Ni pourquoi, aux examens d'imagerie, on semblait percevoir 2 battements fœtaux, mais une seule cavité gestationnelle. Camille suivait tout cela en silence. À la maison, Solène, la mère, se mit à relire de vieux journaux, à la recherche d'un indice dans le passé. Elle trouva des lettres du père des filles, Benoît, pleines de regrets et de tendresse tardive. Benoît avait été un homme brisé par les attentes. Lorsqu'il apprit qu'il aurait des filles siamoises, il s'enfuit, non par manque d'amour, mais par peur d'échouer comme père. Près de 20 ans plus tard, il écrivait des lettres jamais envoyées, où il parlait d'un frère jumeau mort à la naissance et de ce sentiment persistant de porter une absence en lui. En lisant cela, Solène frissonna. Était-il possible que, d'une certaine manière, ce schéma se répète, un cycle émotionnel transgénérationnel où l'absence marque les âmes avant même leur naissance? Élodie, de son côté, commença à parler à son bébé. Elle caressait son ventre et disait «
Tu as 2 mamans, tu sais? Camille, entendant cela, pleura pour la première fois depuis des mois discrètement, dans le noir. C'était une émotion nouvelle, difficile à nommer. Ce n'était pas de la tristesse, ni du regret. C'était une nostalgie de quelque chose qui n'existait pas encore. Peut-être était-ce de la peur. Peut-être de l'amour. Personne n'avait appris à Camille à aimer avec tout son corps, seulement avec les yeux, seulement avec les pensées. Mais maintenant, avec un petit cœur qui battait en elle, elle commençait à ressentir autre chose. Lors du rendez-vous suivant, l'échographie révéla une surprise. Il y avait 2 bébés, mais ce n'étaient pas des jumeaux. 2 fœtus avec des âges gestationnels légèrement différents. Le médecin, étonné, conclut. Ils ont été conçus à des moments différents. Ce qui était biologiquement presque impossible, mais pourtant bien réel. Camille Frankel les sourcils, a Lodi palate. Le mystère s'épaississait, mais sans obscurité. C'était la vie, avec ses plis inexplicables, traçant un chemin là où personne n'avait jamais marché. Et au fond de tout cela, la certitude que chaque enfant porterait non seulement un avenir, mais aussi un pardon silencieux. La lettre est arrivée avec la délicatesse d'un souffle et le poids d'un tremblement de terre. Solène l'a remis en main propre à Élodie, plié en 4, le papier déjà jauni par le temps. Elle venait de Benoît. « Si un jour vous me pardonnez, je serai au chalet du lac, à Annecy, en train d'attendre. » Silence. Les 2 s'échangèrent un regard, comme si le nom du père appartenait à une langue morte que plus personne ne parlait. « On y va » demanda Élodie. Camille ne répondit pas. Elle se leva simplement, ajusta son manteau sur son ventre et dit « On a déjà 20 ans de retard. » Le voyage vers l'intérieur du pays fut marqué par un silence plus profond que n'importe quelle dispute. Chaque virage de la route réveillait un souvenir d'absence, d'anniversaire sans cadeau, de questions sans réponse. Lorsqu'elle arrivait au chalet, Benoît était sur le pas de la porte. Cheveux grisonnants, yeux creux, un sourire mêlé d'espoir et de peur. En les voyant, il s'effondra en larmes. « Vous êtes magnifique, si, vivante. Camille, Glacial, Lanka, vous êtes venu vérifier si on est toujours des monstres ?» Élodie toucha le bras de sa sœur, lui demandant du calme d'un simple regard. Mais la colère ancienne était un fleuve trop longtemps contenu. Au dîner, ils parlèrent comme des étrangers civilisés. Benoît évoqua ses erreurs sans excuse, mais avec un regard qui disait « J'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que j'avais. » Il parla de son frère jumeau, mort-né, et de ce sentiment de n'être jamais né complet. Solène, à distance, observait. Et les filles, elles écoutaient, absorbées. Camille voulait haïr, mais quelque chose en elle se brisait comme si sa douleur lui était aussi un peu la sienne. Élodie voulait le serrer dans ses bras, mais quelque chose l'en empêchait. Ce n'était pas de la rancune. C'était la peur de souffrir à nouveau. Le lendemain matin, une tempête s'abattit sur Annecy. Les éclairs déchiraient le ciel comme des veines ouvertes dans le firmament. Sous la pluie battante, Benoît saisit les mains de ses filles. « Vous êtes entières, même divisées. C'est le monde qui vous a appris le contraire. » Puis, la voix tremblante, il regarda Élodie. « Tu sais qui est le père de ton bébé ?» La question éclata dans l'air comme un coup de tonnerre. Le silence qui suivit ne dura pas des secondes, mais une éternité comprimée dans un regard. Camille se leva, les yeux embués, et dit simplement « Il est temps de tout raconter. » Et là, en pleine tempête, une vérité enfouie depuis des mois commença à ressurgir, une vérité qui allait tout bouleverser, jusqu'à l'amour. Camille Essevanka vers la veranda Trempe. Ses mains tremblaient, mais son cœur, étrangement, était calme. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix, dit-elle, les yeux fixés sur le lac. J'ai couché avec Thomas. Élodie sentit le monde se fissurer, comme du verre qui craque lentement avant d'éclater. Quand fut tout ce qu'elle parvint à demander. Cette nuit-là, celle où tu dormais, avec de la fièvre. Il disait aimer, mais il m'a regardé comme s'il ne savait plus qui était qui. Silence. Le genre de silence qui n'existe qu'entre sœurs qui partagent tout, même la trahison. Benoît baissa les yeux. Solene retin essay respiration. C'était comme si tous allaient tomber dans un gouffre sans fond. Tu es en train de dire que le père de mon bébé pourrait être le mien? La voix d'Élodie se brisa, non pas de colère, mais de douleur. Camille hocha la tête, lentement. Et peut-être que mon bébé est le tien. La médecine ne sait pas encore l'expliquer, mais moi, je sais ce que je ressens. L'absurdité de la situation semblait secondaire face à la réalité. 2 sœurs enfermées dans le même corps, liées à un amour devenu fardeau. Thomas ne fut jamais consulté. Il s'était éloigné quelques semaines après la découverte de la grossesse, disant avoir besoin de temps.
Les sœurs firent semblant de ne pas souffrir, mais Élodie espérait son retour. Maintenant, tout avait un sens. Ou alors, tout s'écroulait pour de bon. Camille, la voix nouée, murmura « Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste ressentir. Sentir que quelqu'un me voyait comme une personne entière. Pas la moitié de toi. » C'était la première fois qu'elle avouait sa jalousie. Pas par méchanceté, par solitude. Et là, au milieu des confessions, Élodie comprit. L'amour est aussi fait de failles. Les mains posées sur son ventre, Élodie inspira profondément. Ils n'y sont pour rien. Les bébés, je veux dire. Camille acquiesça, essuyant une larme. Nan, ils sont le meilleur de nous, même si nous avons été le pire l'une pour l'autre. Ce moment, malgré la douleur, était vrai. La pluie s'arrêtait lentement, comme si la nature elle-même respirait enfin. Mais avant qu'elle ne puisse sceller un nouveau pacte, une voix surgit derrière elle, ferme, mais émue. « Je veux élever les deux, si vous me le permettez. » C'était Thomas, et il tenait une enveloppe blanche avec le résultat du test de paternité. Thomas était là, trempé de la tête aux pieds, avec l'enveloppe dans les mains. Mais ses yeux ne cherchaient pas d'explication scientifique, ils cherchaient le pardon. « Je ne mérite pas votre confiance, mais je ne suis pas venu pour moi. Je suis venu pour les bébés. Il doit savoir qu'avant même de naître, ils étaient déjà aimés. » Camille le regardait comme si elle voyait un fantôme. Élodie ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire. Finalement, elle dit simplement « Si tu ouvres cette enveloppe, la vérité deviendra un fardeau. Es-tu sûr de vouloir la porter ?» Le silence était aussi dense que l'air avant un orage. Thomas hésita. « Peut-être que la vérité est ici, » dit-il en pointant sa poitrine. « Mais la vérité qui compte est peut-être ici. » Et il tendit l'enveloppe à Camille. « C'est à vous de décider. » La scène avait quelque chose de sacré. 3 cœurs essayant de faire tenir toutes les erreurs, les rêves et les douleurs dans un seul avenir. Camille, dans un geste inattendu, jeta l'enveloppe dans le feu de la cheminée. Le papier devint cendre en quelques secondes. Et avec lui, le désir de savoir ce qui était juste. Ils choisirent ce qui était possible. Dans les jours qui suivirent, ils préparèrent le foyer, non pas comme une famille traditionnelle, mais comme un pacte de soins. Benoît, peu à peu, se rapprocha à nouveau, aidant aux examens et à monter le berceau double. Solène souriait comme si elle assistait à un miracle qu'elle avait attendu toute sa vie. Et Élodie et Camille, elles dormaient plus en paix, même si elles partageaient les mêmes rêves et les mêmes peurs. Pour la première fois, elles sentaient qu'elles étaient plus qu'un corps divisé. Elles étaient 2 âmes qui, malgré les fissures, pouvaient encore grandir ensemble. Mais la tranquillité fut de courte durée. À la 34e semaine, Élodie se réveilla avec une douleur intense et continue. Ce n'était pas comme avant, c'était différent. « Il arrive » dit-elle, avec un regard mêlant panique et paix. Camille ressentait tout maintenant l'oppression dans la poitrine, les contractions, les larmes aux yeux. Pour la première fois, elle partageait la douleur physique de sa sœur. Les médecins coururent. L'hôpital se mit en alerte. Les jumelles étaient sur le point d'accoucher, mais personne ne savait vraiment comment le corps allait réagir. 2 cœurs, 2 bébés, une opération, une chance. Dans la salle d'opération, juste avant de s'endormir sous anesthésie, Élodie serra la main de Camille et dit « Peu importe qui vient de qui. Ce qui compte, c'est qu'ils viennent de nous. » Et puis, la lumière s'éteignit. Quand elle reviendrait, tout serait différent, ou pareil, mais pour toujours. L'horloge indiquait 3h12 quand les cris retentirent dans la salle d'opération. Une césarienne à très haut risque, avec 2 vies en jeu ou peut-être plus. Le corps des jumelles réagit de façon inattendue. Les 2 fœtus étaient en position pour naître, comme s'ils avaient coordonné leur propre arrivée. Les médecins n'avaient aucun protocole pour cela. La tension était palpable. Thomas attendait dehors, les mains jointes, en sueur. Solène priait à voix basse. Benoît, pour la première fois, tenait la photo des filles nouveau-nées qu'il n'avait jamais eu le courage de regarder. À 3h39, le premier cri déchira l'air. Un garçon, fort, porosé, yeux sombres comme son père. À 3h41, ce fut au tour de la deuxième, une fille délicate, mais avec une paire de poumons qui annonçait sa venue au monde. Ce fut un miracle. Les médecins sourirent, pleurèrent, et dirent quelque chose qui coupa le souffle de tous. Chacun d'eux est relié à l'une des sœurs par des vaisseaux différents. Ce que la science appelait rarissime, le destin semblait l'appeler nécessaire. Chaque bébé avait trouvé, à sa manière, une mère, 2 mères, un seul ventre. Quelques heures plus tard, Camille se réveilla avant Élodie. Elle regarda les bébés, côte à côte, et sentit une chaleur dans sa poitrine qu'elle ne connaissait pas.
Elle toucha le visage de la petite fille, qui bougea doucement. Pour la première fois, elle pleura sans culpabilité. Quand Élodie ouvrit les yeux, elle chercha sa sœur et sourit. Leurs mains se rejoignirent sur les couvertures. « Ils vont bien ?» demanda-t-elle, sans force. « Mieux que bien », répondit Camille. « Ils sont nés avec ce qu'on a mis 25 ans à apprendre, le droit d'exister, entier. » Au moment du congé médical, quelque chose d'inattendu se produisit. Un neurologue, qui suivait le cas depuis le début, demanda à parler aux sœurs. Il expliqua qu'en étudiant d'anciens examens, il avait découvert quelque chose d'intrigant. Les zones cérébrales liées à la douleur étaient plus développées chez Camille, pas chez Élodie. Pourtant, pendant des années, seule Élodie ressentait la douleur physique. Peut-être avez-vous inconsciemment créé un pacte invisible, dit le médecin. L'une a pris la douleur du corps, l'autre celle de l'âme. Le silence fut total, jusqu'à ce que Camille murmure. « Cela veut dire que je n'ai jamais été froide ?»« Tu as été courageuse, » répondit Élodie, la voix nouée. Et puis, quelque chose d'encore plus inattendu arriva. Camille sentit le premier coup dans son ventre. Les médecins disaient que c'était impossible, mais les battements étaient bien là. Un troisième cœur. Et personne ne savait de qui il venait. 5 ans ont passé. Le chalet à Annecy, autrefois silencieux, résonne désormais de rires d'enfants, de pleurs, de berceuses et d'histoires inventées au crépuscule. Camille et Élodie vivent toujours ensemble, pas comme avant, mais plus unis que jamais. Le corps, maintenant adapté à une nouvelle routine, est devenu symbole de résilience. Les enfants Jules, la petite Manon et le petit Louis, le bébé né en silence quelques semaines plus tard, grandissent entre les arbres, les livres et les câlins. Ils n'ont jamais su de quel ventre ils venaient. Ils savaient seulement qu'ils étaient aimés. Thomas vit tout près, mais n'a jamais imposé sa présence. Il est un père présent, mais respecte les limites de la nouvelle structure familiale. Il écrit des histoires pour enfants inspirées de ses propres enfants et les leur lit le soir. L'amour entre lui et Camille ne s'est jamais concrétisé. Celui avec Élodie, oui. Mais le lien le plus fort réside dans le choix conscient de créer quelque chose ensemble. Plus fort que le désir, plus solide que la culpabilité. C'est une cohabitation fondée sur la maturité, non sur la possession. Ils n'ont pas besoin de perfection, disait-il souvent, juste de vérité. Et cela, tous ici ont appris à le donner. Benoît est devenu grand-père comme il l'avait toujours souhaité, mais avec un regard nouveau. Il a découvert que la paternité n'est pas une question de biologie, mais de présence. Solène a recommencé à peindre. Le chalet, désormais, est décoré de tableaux de visages souriants et de mains entrelacées. Et, au centre du salon, un portrait peint à la main, 2 femmes de dos, regardant le lac avec 3 enfants jouant entre elles. Le tableau s'appelle « Une seule lumière ». Et quand les visiteurs demandent qui sont ces femmes, les enfants répondent en chœur. « Nos mamans. Let's do ». Camille, qui s'était toujours sentie incomplète, dit aujourd'hui qu'elle n'a jamais été aussi entière. Et Élodie, qui avait toujours cherché à accueillir, a appris à être accueillie. Elles vivent avec des défis, bien sûr, mais avec assez d'amour pour les traverser tous. Et Louis, le bébé arrivé après, on n'a jamais su qui était son père. Mais un jour, il demanda « Maman, d'où je viens ?» Et Camille répondit avec un sourire « Du plus bel endroit du monde, du silence où naît l'amour. » Parce que certaines réponses ne viennent pas des examens, mais du temps. Et certaines familles ne se forment pas par la logique, mais par le choix. Combien de fois regardons-nous quelqu'un et pensons-nous tout savoir de son histoire, sans imaginer les douleurs qu'il porte en silence? Le voyage de Camille et Élodie nous rappelle quelque chose de profond. Ce n'est pas le corps qui définit qui nous sommes, mais ce que nous choisissons de construire avec ce que nous avons. Elles sont nées unies, oui, mais ce qui les liait vraiment n'était pas la peau, c'était le courage d'aimer, de pardonner et de recommencer, même quand tout semblait impossible. Dans cette histoire, nous apprenons que la famille n'est pas seulement génétique. C'est un choix, c'est une présence, c'est un soin. Parfois, ceux que nous aimons le plus nous blessent, mais ils peuvent aussi être ceux qui nous guérissent le plus. Et au final, peut-être que la plus grande révolution que quelqu'un peut faire, c'est d'aimer quand même. Si cette histoire t'a ému, t'a fait réfléchir ou t'a simplement touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like. Cela nous montre qu'il vaut la peine de continuer à raconter des histoires qui parlent à l'âme. Commente ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette histoire? Perdona Race 2? Aimerais-tu quelqu'un au-delà de la logique? Ta réponse peut aussi inspirer d'autres personnes. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne, car ici, nous croyons au pouvoir des histoires qui transforment. Parce qu'au final, nous avons tous un peu de Camille et d'Élodie en nous, divisés à l'extérieur,
mais avec le même désir d'être entier à l'intérieur. Dis-moi d'où tu regardes la vidéo. J'adorerais savoir jusqu'où elle est arrivée.